Vous écoutez Exchange, le podcast de CFA Society France, une exploration des univers de la finance. Philippe Maupas débat avec des dirigeants des enjeux stratégiques pour la finance et de l'avenir de l'industrie. Myriam Ferrand nous fait découvrir les métiers de la finance à travers des conversations avec des détenteurs des certifications de CFA Institute. Lenny Kessler échange avec des experts sur les enjeux extra-financiers auxquels la finance peut contribuer de manière effective, tant en matière de durabilité que d'impact. Bienvenue à tous et à toutes à Exchange, le podcast de CFA Society France, où je vais explorer les parcours inspirants de professionnels de la finance et de CFA Charterholder. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Boubacar Kaboré, CFA Charterholder, Senior Portfolio Manager et président de CFA Society France. Boubacar, bienvenue. Merci d'avoir accepté mon invitation et de prendre part à cette conversation. Bonjour Myriam, merci de m'avoir invité, je suis ravi d'être là. Alors, on va débuter au début du début, enfin peut-être pas le début du début, on va commencer J'ai lu que tu as fait ton lycée en Lorraine, à Nancy. Non, ton université à Nancy, pardon. Mon université à Nancy. Et ensuite, tu as intégré l'ISC à Paris pour Exact. enfin arriver dans ton premier poste d'analyste financier. Exact. Donc, l'analyste financier pour les CFA Charterholder, c'est un rôle un peu emblématique. Comment tu es arrivé là ? Qu'est-ce qui t'a amené à travers la Lorraine, arriver à analyste financier à Paris ? Tout commence d'abord au Burkina Faso. Je fais un collège et un lycée militaire sous la forme d'un internat. Donc, pendant toute l'année, on est en internat et on rejoignait nos familles pour les vacances scolaires. J'ai eu un bac D, qui est l'équivalent d'un bac scientifique en France. Après mon bac, pour des raisons, on va dire, de pratique, mes parents ont décidé que c'était plus simple d'aller dans une ville plus petite que Paris. C'est ainsi que j'ai atterri à Nancy pour faire des études de sciences économiques dans une faculté qui est réputée pour le droit et les sciences économiques. Et je suis resté à Nancy pendant 4 ans. Et j'ai fait une admission parallèle à l'ISC à Paris parce que, en fait, la finalité, c'est de faire de la finance. Et la finalité de faire de la finance à Nancy était un peu compliquée. Et donc, je suis venu à Paris en 2004 pour faire un master en ingénierie financière et en trésorerie à l'ISC Paris. Et après ce master-là, j'ai eu un stage de fin d'études chez Natixis, là où j'ai fait une très belle rencontre, en fait, qui m'a mis sur le chemin de la finance en général. Parce qu'au départ, je me prédestinais plutôt à l'économie de développement. J'avais mon rêve absolu venant du Burkina Faso, c'était d'intégrer la Banque mondiale ou une banque de développement. Et une rencontre a dévié toutes ces prédictions-là. Je suis désormais gérant de portefeuille chez le conservateur. Et alors, sur ce parcours-là, tu pars au Togo en 2010, donc un peu sur cette envie d'économie du développement. Comment tu intègres ce programme ? Qu'est-ce que tu y as fait ? Qu'est-ce que tu y as appris ? OK. Comment on l'intègre ? D'abord, il y a cette volonté de participer au développement du continent africain qui m'animait depuis longtemps. Et c'est un programme qui est un programme de sélection de jeunes professionnels pour intégrer des institutions de ce type-là. Ça peut être la Banque mondiale ou des banques de développement. Et l'idée, c'est de faire venir des professionnels de toute nationalité dans une structure où on apporte son expertise professionnelle et en même temps, on apprend de la structure qui vous accueille. Et moi, j'ai passé ainsi 15 mois au Togo, à la Banque ouest-africaine de développement. Et j'ai fait une rotation sur 2-3 postes, essentiellement en syndication de dette, financement structuré, en project finance, donc du corporate pur, où on aidait des entreprises à avoir accès à du financement, et également sur des syndications de dette plutôt pour des gros corporates. Et donc le Togo, par hasard, parce que c'est le siège de la Banque ouest-africaine de développement, et ça m'a permis également en fait d'atteindre un objectif initial qui était de dire je voulais participer au développement du continent, et je l'ai fait à travers ce job-là pendant 15 mois. Et après, je suis revenu en France et j'ai repris un parcours qui était plutôt classique avant mon départ. Ouais, parce que tu es reparti après dans l'analyse financière. Exact. Au FIAM, je crois. Exactement. Okay. Et là, en 2010 aussi, tu décides de passer le CFA. Exact. Pourquoi ? Quelle est ta source d'inspiration ? Le CFA, ça arrive après la crise financière
global. Après Lehman, donc, on a un collègue qui, lui, avait le CFA, qui nous a dit écoutez, les gars, ça serait bien de regarder cet examen-là parce qu'il est sérieux, il est standardisé. Il vous permet de rajouter une touche internationale à votre profil. Parce que c'est bien d'avoir des diplômes en France, mais la comparabilité entre un diplôme français, un diplôme belge et un diplôme asiatique est très compliquée. Et le CFA permet d'avoir ce standard mondial et un examen unique pour tous. Et ça permet également de se dire qu'on a les compétences nécessaires pour exercer ce métier-là. Alors, c'était difficile, facile Certainement pas facile. Tes années CFA, c'est un grand moment où C'était... il faut créer le temps. C'est ce que je dis souvent à certains jeunes étudiants. Quand on travaille déjà et qu'on a une vie sociale, il faut libérer 300 à 400 heures par niveau pour les étudier. C'est pas évident. Et à l'époque, les examens étaient plutôt en juin. Donc, ça tombe dans une période où vous avez le mois de mai, le mois de juin avec les beaux temps. Pendant que les copains profitent des terrasses, vous êtes enfermés dans une bibliothèque à apprendre. Et donc, c'était une belle épreuve. On y apprend beaucoup. Moi, j'ai beaucoup appris. J'ai appris à aimer la comptabilité grâce à ce programme-là et à aimer les marchés financiers grâce à ce programme parce que c'est un programme qui est très illustratif. Donc, on a des cas historiques et ça permet d'avoir une culture générale épaisse en finance et puis intégrer un niveau de qualification plutôt standard, quoi. Donc, toi, tu conseillerais à un étudiant qui souhaite travailler sérieusement en finance de marché? Oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les offres d'emploi qu'il y a à Paris ou ailleurs, très souvent, le CFA apparaît dans les critères parce que ça permet d'avoir un standard. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont le CFA sont au-dessus du lot. C'est surtout que ça vous montre que vous avez les mêmes bases que tous ceux qui ont passé le CFA. Et donc, oui, pour les jeunes, je les inciterai à le passer le plus jeune possible, hein, parce qu'après, c'est un peu compliqué. Et ensuite, se dire, c'est un outil comme un autre. Après, c'est à nous de l'utiliser au mieux pour aboutir ou atterrir sur les jobs qu'on vise à moyen terme. Alors, de 2011 à 2019, tu reprends ton track d'analyste financier, puis de gérant, donc d'abord chez OFIM, puis maintenant chez Conservateur. C'est des rôles très emblématiques des CFA Charterholder, l'analyste financier, le gérant de portefeuille. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ces métiers? Qu'est-ce que tu as appris? Quel est l'impact de ces rôles? Voilà. Qu'est-ce que j'aime dans ce métier? Je vais commencer par ça, c'est peut-être le plus facile. C'est cette capacité à brasser le maximum d'informations, déjà au niveau macroéconomique, et ensuite au niveau micro, parce que ça vous oblige à bien connaître les entreprises, à bien connaître votre domaine d'activité, à bien connaître votre marché. Donc, ce que j'aime, c'est ce côté non récurrent et vraiment très dynamique de ce métier-là, en général, des deux métiers, parce que autant analyste que gérant, on a une capacité à synthétiser l'information qui doit être importante. Maintenant, le job d'analyste, il est un peu différent dans la mesure où vous analysez des sociétés et donc vous rencontrez des gens qui ont de très très haut niveau. Parce que quand on discute avec le directeur financier d'une société, le directeur général d'une société qui vous vend les perspectives de son entreprise, on est à un niveau très élevé dans une entreprise. Donc, il faut pouvoir entendre ces informations, les analyser, les synthétiser et en faire quelque chose en termes de recommandations d'investissement. Donc, c'est un métier qui est très, très intéressant et qui est un bon duo, en fait, avec le métier de gérant d'investissement parce que la recommandation vous sert à investir et un gérant d'investissement, c'est quelqu'un qui va cumuler des recommandations d'investissement pour créer un portefeuille qui aura la meilleure performance possible dans le mandat qui lui est confié. Donc oui, c'est deux métiers qui sont plutôt prisés par les chartholders et c'est deux métiers que moi je trouve assez intéressants par le côté dynamique et très synthétique en termes d'informations financières. Et ça ressemble à quoi un peu ta journée, la journée type de Boubacar, c'est quoi? La journée type de Boubacar, il y en a très peu, mais disons entre 8h et 9h, c'est essentiellement chercher l'information financière de la veille. Donc, ça passe par des revues de quotidiens financiers, que ce soit le Financial Times,
la GFI en France ou les Échos. Et ces informations-là vous permettent de commencer la journée en sachant ce qui s'est passé plus ou moins en Europe et aux États-Unis. Ensuite, le marché ouvre autour de 8h30, 9h. Et en ce moment-là, c'est la découverte. Soit tout se passe bien et vous avez une journée tranquille, et donc ça vous permet de revoir les positions que vous avez en portefeuille, d'éventuellement revoir vos thèses d'investissement. Soit il y a une catastrophe et en ce moment-là, vous gérez l'urgence. Donc, on arrive en se disant qu'avant 8h30, on va lire les journaux, mais après 8h30, c'est totalement la découverte. Et c'est ce qui rend ce métier aussi assez intéressant. Par ailleurs, tu es également professeur, en tout cas tu as été professeur et tu as partagé tes connaissances avec des élèves à l'université de Nanterre. Qu'as-tu aimé dans ce rôle de professeur? Ok, oui, j'ai donné des cours à l'université de Nanterre pendant 5 ans. La matière, c'était de l'analyse financière, donc je n'ai pas été très original, hein, donc je suis resté dans mon domaine d'expertise. C'était un M2, donc Master 2, donc on est sur des étudiants qui ont 21, 22 ans, qui sont à une année de rentrer dans la vie active, et donc qui sont plutôt en moyenne très sérieux. Et comment j'ai atterri à cette université, c'est le responsable de la formation que j'ai rencontré par le biais du travail de gérant, qui m'a un jour sollicité en me disant « Écoute, je donne des cours à la fac, j'aurais besoin de professionnels pour apporter un côté très pratique à la formation. Est-ce que ça t'intéresse ?» Moi, j'ai un biais de transmission de connaissances qui est assez important. Et je pense que quand on sait des choses, quand on pense avoir des choses, il faut les transmettre aux plus jeunes. Et j'ai commencé cette formation, enfin ce job de vacataire à l'université comme ça, hein, en me disant je vais tester une année et on verra ce que ça donne. Et j'ai vraiment apprécié cette expérience-là parce que on partait de cas pratiques. Donc pour moi, c'était pas vraiment ça me demandait pas un temps de préparation énorme parce que c'était déjà des choses qu'on avait vues au boulot. Et on présentait ça aux étudiants et eux devaient individuellement analyser des entreprises et donner leur avis en direct pendant les cours. Et c'était très bien. Enfin, c'est l'une de mes plus belles expériences d'ailleurs parce que j'ai trouvé ça très gratifiant. Alors, en plus de ton rôle actuel donc de gérant de portefeuille senior, donc on vient d'en parler, tu as aussi une carrière de volontaire, en particulier avec CFA Society France. Tu as débuté, je crois, avec le Research Challenge, où tu as été mentor plusieurs années. Et puis, au fil de l'eau, tu as été élu au board. Et puis, maintenant, tu es président de CFA Society France. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus de cette volonté de contribuer aussi à cette communauté? Pour moi, une association vit par ses bénévoles. C'est l'essence même d'une association. Il faut des gens pour donner du temps. Et sur le mentorat, je l'ai fait parce que, on revient à la même chose, c'est un biais analytique, analyse financière, analyse crédit. Je commençais par le Research Challenge parce que c'était le plus facile pour moi. Hein. C'est ça. On a des universités qui font une compétition d'analyse financière. Et en fait, tous les ans, la compétition existe. Et moi, j'ai mentoré 3 universités. Et donc, comment ça se passait concrètement? On donnait rendez-vous une fois par semaine à mon bureau. Ils venaient tous les 4. On s'enfermait dans un bureau, dans une salle de réunion. On travaillait 2-3 heures. Et donc, ça impliquait des réunions de 19 à 22 heures de temps en temps. Eux étaient contents parce que ça leur donnait du temps. Et moi, j'étais ravi de les aider. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. C'était plutôt bien. J'ai apprécié l'expérience. Et j'ai aussi fait, concomitamment à ça, le programme de mentoring de l'association. Oui. Qui permet en fait de prendre en main des professionnels plus jeunes ou qui sont en mutation de carrière pour leur donner éventuellement des conseils ou des avis sur ce qu'ils veulent faire. J'ai fait ça pendant 2 ans. Et depuis, j'ai arrêté parce que il y a 24 heures dans une journée, donc ça fait un peu beaucoup. Mais ce sont 2 expériences que je trouve bien pour l'association, mais surtout, c'est du bénévolat. On le fait parce que l'association a besoin de gens pour faire ça. Et on aide aussi les plus jeunes à travers ces conseils à faire de meilleurs choix de carrière. Et après ça, j'ai été candidat pour le board. Comme tu le sais, Myriam, le board, c'est le vote des membres. Hein. Donc, j'ai été élu par les membres. Je suis rentré au conseil il y a 2 ans. J'ai été d'abord membre du conseil d'administration et ensuite président du comité d'audit.
Et ensuite, vice-président. Et depuis septembre, je suis président de l'association. Et je suis très content de l'être parce que ça permet de participer à l'activité de l'association. Et puis, ça prend du temps, mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, hein, une association ne vit que parce qu'il y a des bénévoles. Et les bénévoles engagés nous permettent à tous d'avoir une association dynamique. Et de tout ça, donc là, on est en 2023. Y a-t-il un projet, un accomplissement dont tu es particulièrement fier, que ce soit bénévole dans ton métier Qui me tient à cœur il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais là, on est avec des amis et mon épouse sur une association dont l'objectif est d'octroyer des bourses d'études à des enfants au Burkina Faso. Et c'est un programme qu'on a commencé il y a 2 ans. On est en pleine mutation administrative, on est en train de créer un site internet. Mais en tout cas, l'objectif, c'est revenir encore à la transmission. On a, nous, été chanceux d'avoir des métiers qu'on aime bien, d'avoir la possibilité d'aider d'autres personnes. Et à travers cette association, on a l'intention de rendre tout ce qu'on a eu. Les Américains disent « give back ». Donc, c'est ça, rendre aux autres la chance qu'on a eue. Et donc, on octroie des bourses d'études à 20 enfants tous les ans. Ça va du primaire au lycée. Et l'objectif, c'est d'en faire le maximum possible entre maintenant et 2040. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui n'a rien à voir avec le métier d'analyste financier ou de la gestion d'actifs, mais qui est quelque chose qui est complémentaire à mon quotidien. Et quel est le nom de cette association? Bangré, Education Today, Impact Tomorrow. Donc, c'est toujours un peu éducation, impact, échanger la vie de ceux qui nous entourent. Et alors, une des dernières questions, de tout ce parcours, y a-t-il eu des moments un peu difficiles ou des challenges ou des moments où tu as eu des doutes? Et comment tu as passé ces doutes et quels conseils tu donnerais à des personnes qui passeraient à travers ces moments? Il y a eu des moments de doute, clairement, parce que quand vous travaillez dans l'investissement, il y a souvent des catastrophes. Et en 2015, j'ai eu une situation un peu compliquée dans le portefeuille que je gérais, qu'on co-gérait avec une collègue d'ailleurs en l'occurrence. Et c'est des moments qui sont terribles parce que vous n'endormez pas la nuit, vous vous demandez pourquoi vous avez choisi ce métier. Et, mais quand on revient aux fondamentaux, c'est de dire est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce qu'on a compris ce dans quoi on a investi? Si on a raté quelque chose, est-ce que ce n'est pas le moment de tout arrêter et de réinvestir le produit de la session sur autre chose? C'est la remise en cause en fait perpétuelle qui permet de s'en sortir dans ce genre de cas-là. Donc 2015 a été une année difficile. J'ai beaucoup appris. Et maintenant, ce que j'ai appris en 2015 me permet de faire face aux mêmes difficultés, mais avec, on va dire, un peu plus d'assurance, parce que c'est la force du passé. L'expérience parle. L'expérience, exactement. Et enfin, donc pour faire tout ça, il te faut quand même un certain niveau d'énergie. Oui. Comment tu renouvelles cette énergie? Qu'est-ce qui te remet en... On y retourne. Je ne veux pas être original, hein, mais c'est la spontanéité de mes enfants. C'est que quand vous rentrez chez vous et qu'on vous sort une phrase qui sort de nulle part et que vous dites, mais en fait, la vraie vie, c'est ça. Ça permet d'avoir de l'énergie et de se dire qu'on fait des choses parce qu'on y croit. Déjà, moi, j'aime vraiment le métier que j'exerce. Et en même temps, on a eu de la chance, donc il faut participer à rendre d'autres personnes meilleures. D'où le mentoring, et je dis toujours ça à mes enfants. Enfin, on aide les autres tant qu'on peut. Et ça fait partie de la vie de tendre la main et déjà être soi-même une bonne personne. Et ensuite tendre la main aux autres pour les améliorer. Donc oui, l'énergie, c'est la spontanéité des enfants. Ça permet de remettre les choses au point, même quand on a des doutes sur certains éléments. En tout cas, Boubacar, merci. C'était un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui sur Exchange. Je retiens vraiment cette idée de transmission et d'impact avec la transmission. Je pense que ton parcours, c'est une véritable source d'inspiration, à la fois pour les financiers et les non-financiers. Et avant de conclure, j'avais envie de te demander quel livre, podcast ou référence tu pourrais nous conseiller qui t'ont inspiré ou qui pourraient nous inspirer.
Wow. Je vais plutôt rester dans le podcast parce que D'accord. il y a deux podcasts que j'écoute beaucoup en ce moment qui sont, pour moi, peut-être pas des sources d'inspiration, mais en tout cas des guides au quotidien parce que ça permet aussi d'apprendre des choses. C'est un podcast éducatif qui s'appelle Behind the Balance Sheet, Ah, qui est fait par Stephen Clapham, qui est vraiment top parce que ça tourne autour du marché financier et des idées d'investissement. Et c'est sous la forme d'une interview où Stephen questionne d'autres personnes sur leur métier. Et ça, je trouve ça top pour apprendre, toujours dans l'objectif d'acquisition de compétences. Hein. Et le deuxième, qui est vraiment un autre sujet qui me tient à cœur aussi, c'est un podcast qui s'appelle Entre elles, qui est hosté par une Tombani Kouloufoua, qui met en avant des profils et des itinéraires de femmes qui parlent de leur carrière, de leur direction, de leurs rêves, et qui très souvent sont des femmes accomplies professionnellement et personnellement. Et ça permet aussi de se dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faisables dans un monde avec un peu plus d'égalité. Voilà. eh bien, merci, un grand merci à toi et merci à nos auditeurs. N'oubliez pas de nous suivre sur les différentes plateformes, donc Exchange, le podcast de CFA Society France. Merci Myriam. Merci beaucoup. Vous pouvez écouter le podcast Exchange sur les plateformes d'écoute habituelles et vous y abonner. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker. Ce podcast est fourni à titre d'information et rien de ce qui y est dit n'est assimilable à une recommandation d'investissement. Les invités et les hôtes du podcast Exchange s'expriment à titre personnel.